Bonjour à tous. Après ces lectures très déroutantes, parce que ne disant pas toutes les mêmes choses, on est assez directement introduit à cette table ronde sur un sujet compliqué. Le statut de la science dans une époque où le doute a le vent en poupe. Quelque part, il est de bon ton de dire qu'il n'y a pas de vérité. On ne sait plus trop à qui se fier, à quoi se fier. Et la science là-dedans. La science peut être remise en cause dans ses fondements à dire le vrai, à dire l'objectif, à dire le vérifiable. Mais que font et que disent les scientifiques par rapport à ça ? Qu'est-ce qui se passe pour le citoyen qui écoutons les nouvelles, essayons de se forger un jugement, peut-être des lignes de conduite. Que font les responsables politiques, qui prennent les décisions, qui édictent les lois. Donc c'est un monde instable dans lequel on a l'impression de vivre, qu'on va essayer de décrypter avec 3 spécialistes différents. Et c'est cette différence qui est intéressante aussi. Je vais les présenter très rapidement, mais ils ont aussi comme devoir de passage de faire une petite présentation dans le cadre de leur métier, de leur domaine d'exercice. Donc, à ma droite, Sébastien Balibar, qui est un physicien de physique statistique au départ, donc de physique assez fondamentale, mais qui, à un moment donné, il en parlera sans doute, s'implique aussi dans des débats sur l'évolution du climat, notamment. Donc, il est membre de l'Académie des sciences, chargé de la partie physique, si j'ai bien compris. Oui. Voilà. Donc, directeur de recherche au CNRS, beaucoup de publications, de reconnaissance internationale. À sa droite, Bertrand Jordan, qui est un chercheur en génétique, qui, au départ, d'ailleurs, est aussi un physicien, si j'ai bien compris. Et qui était aussi un éminent chercheur, notamment, je ne suis pas spécialiste, mais de relations entre immunologie et génétique. Il a énormément publié aussi au niveau scientifique. Il a une carrière de responsable de structure, notamment sur Marseille, autour de la génétique. Et il a aussi une activité de publication très, très riche pour poser vis-à-vis de la société les problèmes de ce que l'on fait en génétique et ce que l'on fait de la génétique. Voilà. Donc, on a là aussi une personne très intéressante. Le troisième intervenant, Mathias Girel, est un peu différent, peut-être pas seulement par l'âge. C'est son positionnement, donc il est plus philosophe, il se définit plus philosophe. Une philosophie, au départ, si j'ai bien compris, très proche du pragmatisme, et qui s'intéresse aussi à l'histoire des sciences, à la philosophie des sciences. Il est maître de conférence à l'École normale supérieure et il a travaillé sur une question qui, je pense, peut nous apporter énormément sur ce qu'il appelle les territoires de l'ignorance, donc pas la question des savoirs, mais de ce qu'on ne sait pas. Et je crois que c'est un troisième regard sur notre question commune qui va permettre de mettre en circulation. Alors, l'organisation, elle est très simple, c'est en 4 temps. Un court temps de présentation de chacun sur son métier, son domaine de travail et comment il a rencontré dans son parcours cette question de la vérité ou problème autour de la vérité et du doute. Oui, le titre, c'est Post-vérité, on ne va pas trop s'attarder là-dessus, qui vient plutôt de la sphère médiatique et politique, mais là qui interfère aussi avec la science. Donc après, on aura un exposé beaucoup plus consistant, plus long en tout cas, où ils pourront développer cette répartition dans leurs domaines respectifs entre ce qui est relativement sûr, fiable, à qui on peut faire confiance dans le domaine scientifique, et puis toutes les franges à l'autre extrême, où on peut dire presque qu'on est dans de la manipulation, de la fausse science, de l'apparence de la science, mais sans qu'il y ait les procédures justement de vérification, etc. Donc ça, chacun aura sans doute sa manière à lui
de se situer et de décrypter pour nous un petit peu toutes ces modalités en fait, de la vérité et de l'ignorance peut-être. Et enfin, on aura un troisième temps sur que faire, c'est-à-dire par rapport à ce qui viendra d'être dit, ben finalement pour le citoyen, mais aussi pour les responsables, les scientifiques, etc. Qu'est-ce que ça peut nous inspirer comme modalité j'ai envie de dire, de réflexion critique, de s'armer d'un certain nombre d'outils pour être un peu moins idiot dans ce monde et y contribuer de façon intelligente. Dernière étape de la rencontre, la parole vient de la salle et vous aurez une demi-heure pour poser des questions aux spécialistes. Donc, on va commencer, peu importe, dans l'ordre. Sébastien Balibar. Merci, vaste programme. Enfin, on a 2 heures pour essayer d'y voir clair. Bon, donc pour me présenter, effectivement, je suis physicien. Compte tenu des lectures qu'on a eues tout à l'heure qui étaient passionnantes, je crois que c'est important de dire que je suis un physicien expérimentateur. Je fais des expériences. Et en ce sens, avec mes élèves et mes collaborateurs, bien sûr. En ce sens, je suis un peu à la zone de croisement entre la physique théorique et le réel. Le réel mériterait une définition que je ne vais pas m'aventurer à prononcer, mais c'est une position intéressante qui fait que, du coup, bien que je ne sois pas philosophe, je me pose effectivement des questions qui relèvent plutôt de la philosophie des sciences, comme nous le verrons. Alors, qu'est-ce que je voulais dire d'autre? Ah oui, je suis aussi un citoyen ou un homme ordinaire, et donc effectivement, je m'intéresse à mon environnement, et je suis venu à m'intéresser aux problèmes du climat, d'abord parce que la physique est centrale dans les problèmes du climat, hein. Le climat, c'est déterminé par l'action du Soleil sur la Terre, les échanges de température ou de chaleur entre l'équateur et les pôles qui mettent en mouvement turbulent l'atmosphère et les océans. Tout ça, c'est de la physique. Et ensuite, les solutions à éventuellement limiter le réchauffement climatique, c'est des problèmes de transition énergétique qui vont mettre à nouveau en jeu des quantités de notions de physique, que ce soit le rendement des éoliennes, le risque des centrales nucléaires ou l'effet photovoltaïque pour les panneaux. Bon, et encore bien d'autres choses. Donc, en tant que physicien, je me sens concerné un peu par tous les aspects du problème. Et effectivement, comme on l'a dit tout à l'heure, il y a une dizaine d'années, j'ai été élu à l'Académie des sciences. Bon, il faut croire que ce que j'ai fait n'était pas complètement stupide. Et donc, à l'Académie des sciences, on fait beaucoup de choses. Mais entre autres, on a des comités de réflexion et il y a un comité sur l'énergie dont je fais partie. Et donc, pendant une dizaine d'années, je me suis intéressé à tous les détails possibles et imaginables des problèmes de climat et des problèmes d'énergie, d'où le petit livre qui est d'ailleurs ici, que j'ai écrit il y a 2 ans au moment de la COP 21 à Paris, dans lequel j'ai résumé, vous voyez, c'est mince, j'ai résumé un certain nombre de choses fondamentales sans lesquelles, si on n'a pas vraiment compris, on a du mal à faire quelque chose d'utile. Voilà, bon, j'ai beaucoup parlé, et puis je dirai autre chose de tout à l'heure. Voilà, hein, oui. Merci, donc Bertrand Jordan. Effectivement, j'ai commencé par la physique des particules, donc encore la physique expérimentale, mais j'ai viré tout de suite après mon doctorat vers la biologie, et je dois dire que je ne le regrette pas parce que les 40 dernières années pour la biologie moléculaire et la génétique, ça a été une époque absolument extraordinaire. Dans les années 60, on ne connaissait pratiquement rien, hein, à part l'ADN et que c'était important. Et aujourd'hui, on a une somme de connaissances dont beaucoup sont entrés en pratique et en pratique médicale. Alors, dans ma vie professionnelle, bon, j'ai commencé à écrire des livres pour le grand public dans les années 90. Et disons que ce qui m'a le plus interrogé à cette époque-là, c'était tous les mythes qu'il y avait autour de la génétique, l'idée qu'on est déterminé par nos gènes, l'idée qu'il y a un gène du crime, l'idée qu'il y a un gène pour ceci, un gène pour cela. Enfin, c'était un peu la grande époque du tout génétique où on avait tendance, la tendance existe encore, mais elle est moins marquée qu'à l'époque, on avait tendance à tout attribuer à l'ADN et à l'hérédité et à ne faire aucune nuance. Alors que la réalité scientifique est beaucoup plus nuancée, la réalité sociale également.
Donc ça, c'est un des thèmes qui reste important et sur lequel il y a énormément de malentendus et je pense qu'on y reviendra. Et disons, ces 10 dernières années, pour différentes raisons, je me suis retrouvé beaucoup plus dans la sphère de la clinique, et en particulier de la clinique du cancer. Donc, les cancers, pourquoi les cancers, comment ils apparaissent et quelles sont les approches prometteuses et les approches qui marchent pour la thérapie. Et là aussi, c'est un domaine où il y a énormément on peut dire, de fake news et bon, il y a beaucoup de choses à dire et beaucoup de choses à discuter. On y reviendra tout à l'heure. Merci. Alors, donc moi, comme ça a été indiqué, je fais de la philosophie, je l'enseigne en tout cas. Pardon. À titre d'homme ordinaire ou de citoyen, pour reprendre la catégorie qui a été utilisée par Sébastien Balibar tout à l'heure, moi, je me suis intéressé aux questions de discussion de science dans la société à partir du milieu des années 2000. Ça m'intéressait auparavant, mais de manière moins forte, à partir du moment où il y avait de fortes remises en cause de la valeur des sciences dans notre société, et pas simplement par des mouvements sectaires ou marginaux, mais j'ai souvenir d'un précédent président de la République, on en parlait tout à l'heure, qui était venu dire à des chercheurs du CNRS que c'était bien leur labo parce que c'était chauffé. Et ce que je redoutais à l'époque, c'est qu'il y ait le même type d'attaque contre la science chez nous qu'aux États-Unis, où là, il y avait une véritable guerre contre la science médicale, biologique. Et, alors bon, c'est anecdotique, mais en tout cas, c'est ce qui a fait que je me suis tourné d'assez près vers ces questions. Et sinon, j'ai une autre raison qui est liée à ma recherche, de m'intéresser à ces questions de connaissance et aussi d'ignorance. J'ai effectivement travaillé sur le courant pragmatiste, qui était composé de philosophes, mais qui avaient tous un pied dans une autre activité pratique, de chimistes, d'ingénieurs, d'astronomes, et donc qui réfléchissaient sur leurs pratiques scientifiques. Et ce qui m'avait intéressé, c'est qu'eux, ils pensent à partir de la catégorie de l'enquête. Ils s'intéressent énormément à la pratique de la recherche, et ils la décrivaient assez bien. Et autant dans ma thèse, je m'étais intéressé donc à la production de connaissances, dans l'enquête scientifique, autant petit à petit, j'en suis venu à m'intéresser à la manière dont cette activité pouvait se trouver empêchée, déraillée, échouée. Et la question que je me suis posée depuis quelques années, c'est si effectivement la connaissance, la production de connaissances ressemble à une enquête et donc à une action de notre part, est-ce qu'on peut lui appliquer d'autres catégories de l'action? Une action peut échouer, elle peut échouer de manière persistante et elle peut échouer sous l'action d'un tiers. Et c'est comme ça que j'en suis venu à m'intéresser non seulement à la question de l'ignorance, mais aussi des contextes dans lesquels elle peut parfois être produite. Donc c'est les deux fils finalement de mon intérêt pour le débat d'aujourd'hui. Voilà, merci beaucoup. Donc on va attaquer le premier point. Je le résume encore rapidement. Dans toutes les disciplines, traditionnellement, dans l'activité de chercheur, il n'y a pas que des certitudes. Et j'ai envie de dire, le propre du chercheur, c'est de mettre en question l'observation et d'essayer de résoudre des énigmes. Donc, dans le propre de l'activité de scientifique, il y a quelque chose qui est l'acuité vers des choses qui ne sont pas résolues, quelque chose qui produisent du doute, quelque chose qui ne sont pas encore établis. Ils ne le font pas dans la tradition aussi tout seuls et comme s'ils étaient naïfs. Ils arrivaient devant le monde et puis que tout seul, comme ça, il fallait trouver la bonne idée. Ils s'inscrivent dans des traditions. Donc, ils sont dépositaires d'un héritage qui est toute l'activité scientifique qui les a précédés. Et bien évidemment, la science est un travail collectif, non seulement entre contemporains, mais aussi collectif dans le temps. Ça produit un modèle qui est relativement classique, mais quand même très robuste, qui construit la méthode scientifique, qui construit l'encadrement, j'ai envie de dire, de la vérité dans le cadre de l'activité de recherche. D'un autre côté, et c'est très, je le disais, à la mode aujourd'hui, on met en doute, y compris ce sérieux de l'activité scientifique. C'est-à-dire ce que les scientifiques, les chercheurs ont construit
au fil des générations comme cadre, finalement, pour l'exercice de leur métier. Et donc, cette activité, elle est prise de travers, si on peut dire, par des énoncés, alors qui viennent de groupes, on va dire peut-être des gens qui sont sur Internet, qui ont envie de foutre la merde, pour dire vite, mais peut-être des présidents, un président des États-Unis, qui se permet, avec l'autorité de sa position, de dire « mais moi, je dis ça, et les scientifiques, ils peuvent dire autre chose, mais ça ne m'intéresse pas ». Donc, il y a des prises de position très publiques qui mettent en cause justement le fondement même de l'activité scientifique. Bon, et puis il y a tout le spectre des gens, y compris dans le domaine scientifique, qui se posent des questions, qui essayent de clarifier, qui essayent de faire leur travail sérieusement. Il y a aussi des gens qui sont avec des intérêts, qui essayent de faire avancer leurs billes, si on peut dire, qui sont financés aussi pour faire avancer un certain nombre de billes par rapport à d'autres. Donc voilà, on est face à un paysage relativement compliqué, et c'est par rapport à essayer de mettre des lumières dans tout ça, de mettre des balises qui ne seront peut-être pas forcément les mêmes si on demande à Bertrand Jordan, Sébastien Balibar ou Mathias Girel. C'est la combinatoire de ces points de vue qui est intéressante pour ça. Voilà, je propose donc qu'on attaque le gros du morceau du débat pour environ 15 minutes chacun. Et là, j'avais construit un petit ordre. Bon, il vaut ce qu'il vaut. Donc, je vais donner la parole d'abord à Bertrand. Merci. Eh bien, j'ai pensé que peut-être le plus intéressant, je mentionnerai rapidement d'autres domaines, mais le domaine qui me paraît peut-être le plus symptomatique, c'est aussi celui dans lequel je suis immergé le plus récemment, c'est le domaine du cancer, qui est à la fois un domaine de recherche très, très actif et où il y a beaucoup de progrès, et un domaine qui a une importance évidemment dans la société très nette. Si on regarde un peu à tous les niveaux, on voit à la fois le progrès des connaissances et les déformations qui apparaissent. Alors si on commence l'incidence du cancer, il y a une tendance générale à penser qu'il y a de plus en plus de cancers, ce qui est à la fois vrai et faux. C'est vrai qu'il y a effectivement de plus en plus de cas, mais l'incidence, c'est-à-dire le nombre de cas de cancer, par exemple, dans une population entre 60 et 70 ans, n'augmente pas. Il a même tendance à diminuer du fait que beaucoup de gens ont arrêté de fumer. Et donc, en fait, l'augmentation, elle est apparente, elle est due au fait qu'on vit plus vieux, qu'on meurt moins d'autres choses, et que donc le nombre de cas effectifs que l'on constate augmente. Mais le risque d'avoir un cancer entre 60 et 70 ans est équivalent, ou plutôt plus faible aujourd'hui qu'il y a 50 ans. Et ça, c'est très difficile, c'est une réalité qu'il est très difficile de faire partager. Alors ensuite, il y a les causes. Pourquoi est-ce qu'on développe un cancer? Et là, on se retrouve face au besoin de trouver une cause. Quand on est frappé par cette maladie, bon, qui est quand même pratiquement toujours une maladie grave, on a besoin de trouver une explication. Et c'est sans doute pour cela que autant de causes, entre guillemets, dont la réalité scientifique n'est pas établie, sont ancrées dans le public. Les téléphones portables, les pesticides, enfin on pourrait parler du glyphosate, dont le caractère cancérogène n'est pas formellement établi. On peut parler des faibles irradiations, où là on a des travaux qui sont très solides et qui ont été publiés, qui ont donné lieu à des centaines de publications sur les survivants d'Hiroshima, sur les gens qui étaient à Hiroshima ou à Nagasaki, qui ont pris une dose de radiation qu'on connaît avec précision parce qu'on sait où ils étaient par rapport à l'endroit où la bombe a explosé, et qui montrent que à des doses, à des irradiations qui sont 100 ou 1000 fois plus fortes que ce qui est admis comme limite en France, on a des effets sanitaires qui sont
mesurables, qui sont une augmentation du nombre de cancers, mais qui ne sont pas aussi catastrophiques qu'on l'imagine, avec par exemple une réduction de l'espérance de vie de l'ordre d'une année. Bon, on pourrait y passer beaucoup de temps, mais disons, ce besoin de trouver des causes au cancer, je pense, amène à attribuer un caractère néfaste qui n'est pas scientifiquement prouvé et qui reste très présent dans la tête des gens. Alors, il y a effectivement un précédent qui est important, qui est celui de la cigarette, qui est celui du tabac, où là, il y a effectivement une causalité très forte, où le fait d'être gros fumeur multiplie par 20 ou 30 vos risques d'avoir un cancer du poumon. Et ça, c'est une réalité qui a été combattue par l'industrie du tabac à coup d'études bidons, à coup de scientifiques dévoyés, et c'est comme ça que l'industrie des cigarettiers a réussi à retarder sous 20 ans la prise de conscience réelle du rôle de la cigarette. Bon, il faut que j'avance. Donc la réponse scientifique à ce genre de questions, ce sont des études épidémiologiques, c'est-à-dire des études faites de façon très sérieuse sur des populations exposées et non exposées, en prenant toutes sortes de précautions pour obtenir des résultats qui veulent dire quelque chose. Ça n'est en aucun cas des anecdotes du genre j'ai arrosé mon jardin et 3 ans plus tard, j'ai eu un cancer. Alors, au niveau de la thérapie, bon, il faut dire que notre connaissance des cancers a énormément progressé depuis 20 ou 30 ans, qu'elle a progressé en même temps qu'elle nous a montré que c'était extrêmement complexe, qu'il y avait toutes sortes de cancers avec toutes sortes de causalités et disons, d'altérations génétiques qui étaient à la base. Et alors là, il y a plusieurs domaines dans lesquels on a un hiatus entre les connaissances scientifiques et leur perception. Il y a d'une part la tendance à exagérer l'importance de nouvelles découvertes et de nouveaux traitements. En ce moment, le traitement qui est à la mode, ce sont les immunothérapies qui ont effectivement représenté un progrès considérable, mais qui ne sont pas du tout, en tout cas pour le moment, la panacée applicable à tous les types de cancers que l'on a tendance sous laquelle on a tendance à les présenter. Et là, les responsabilités sont très partagées. Il y a les journalistes, bien sûr, mais il y a aussi des institutions qui souhaitent mettre en valeur leurs laboratoires et les chercheurs eux-mêmes qui ne prennent pas suffisamment de précautions pour décrire les limites de ce qui a été découvert. Bon, et ensuite, toujours dans le domaine des thérapies, il y a tout le volant des médecines parallèles correspondant à effectivement un besoin correspondant à la réalité des effets toxiques souvent extrêmement pénibles des thérapies classiques mais efficaces, comme la chimiothérapie, la radiothérapie, etc. Donc le besoin de croire à des thérapies douces, ayant peu ou pas d'effets secondaires, mais qui en fait ne sont pas prouvés, n'ont pas montré d'efficacité. Ça correspond aussi à un besoin des patients de reprendre le contrôle de leur traitement, parce qu'effectivement, quand on a un cancer, on se retrouve aspiré dans une mécanique hospitalière où on perd un peu le contrôle des événements et où on se sent pas vraiment à la commande. Mais donc, encore une fois, pour les thérapies, la démonstration qu'une thérapie est efficace, c'est un essai clinique en bonne et due forme, c'est-à-dire où on a un groupe de malades qui reçoit le médicament, un groupe de malades témoins, c'est fait en double aveugle, c'est-à-dire que ni les malades ni les médecins qui les examinent ne savent si ce qui a été administré est le médicament ou un placebo, de l'eau sucrée. Et les publications. Alors là, les publications, je vais terminer là-dessus. Quand nous, scientifiques, parlons avec le public, on a tendance à dire il faut référez-vous aux publications. Il faut voir si un résultat scientifique a fait l'objet d'une publication en bonne et due forme. Alors qu'est-ce que c'est qu'une publication en bonne et due forme?
c'est un article de recherche publié dans une revue de recherche à comité de lecture, c'est-à-dire une revue qui sélectionne les articles qu'elle publie en fonction de la qualité vue par 2 ou 3 arbitres extérieurs. Alors ça, c'est très beau. Ce système, actuellement, fonctionne assez mal. Il fonctionne assez mal parce qu'il y a une pression, disons, les crédits de recherche et les avancements de chercheurs sont fondés essentiellement sur le nombre de publications. C'est le critère le plus facile à utiliser. Le nombre de publications et la qualité, entre guillemets, des revues dans lesquelles ces publications apparaissent, ce qui pousse à des publications parcellaires et éventuellement mal ficelées et quelquefois un petit peu, où on a un tout petit peu arrangé les résultats pour que ça soit plus convaincant. Il y a en plus actuellement un gros problème en biologie, c'est ce qu'on appelle les revues prédatrices, c'est-à-dire des revues dans lesquelles on paye pour publier et qui n'exercent aucun contrôle sur la qualité de ce qu'elles publient. Et bon, pour le profane, c'est impossible de les distinguer a priori de revues sérieuses, et ils ont des noms tout à fait vraisemblables. Et enfin, il y a le problème des conflits d'intérêts dont on parle beaucoup, et à juste titre. Il y a dans certains cas des liens entre les chercheurs et les entreprises pharmaceutiques. Ces liens doivent maintenant être déclarés. Ces conflits d'intérêts sont censés être déclarés dans les articles, mais cette déclaration n'est pas toujours effective. Il vient d'avoir un scandale retentissant touchant un grand cancérologue qui s'appelle José Baselga, dont on s'est aperçu qu'il n'avait déclaré pratiquement aucun de ses conflits d'intérêts dans les dernières années, et il a dû démissionner de la structure dans laquelle il exerçait aux États-Unis. Donc, en anticipant un petit peu sur la partie suivante, il y a aussi une nécessité là pour les chercheurs de faire le ménage. C'est en train de se faire. J'espère que ça va aller effectivement jusqu'au bout. Si je peux me permettre, vous distinguez c'était à propos des thérapies, les avancées, notamment l'immunologie, et à l'autre extrême, enfin les avancées actuelles, disons, de la science, et à l'autre extrême, les médecines parallèles. Entre ces deux extrêmes, est-ce qu'il y a vraiment des seuils très hermétiques entre ces manières de voir la maladie et de la conceptualiser? Est-ce qu'il y a des zones de recouvrement? Est-ce que c'est des gens qui ne se parlent pas du tout, ou qui peuvent... comment ça se présente dans le paysage? Bon, j'imagine qu'il y a des effets repoussoirs d'une part et d'autre, c'est-à-dire que dans le monde académique de la recherche, on voit ces, presque du charlatanisme, hein, ou des gens qui sont plein de bonnes idées, mais qui ne sont pas sérieux. Et de l'autre, j'imagine qu'on tape fort sur la science qui ne considère pas l'humain. Voilà, donc il y a un vis-à-vis là que vous observez, dans lequel vous êtes peut-être partie prenante. Il y a effectivement un peu tous les. Il y a des fortes oppositions, et il y a un petit peu tous les degrés. C'est-à-dire que, d'une part, la médecine classique officielle est très loin d'être parfaite, et beaucoup de nouveaux médicaments qui sont agréés et mis sur le marché apportent en fait un bénéfice très faible. Des médicaments censés être très innovants, approuvés par le FDA, approuvés en Europe, en fait, apportent un mois ou deux de survie supplémentaire dans des patients qui sont en fin de vie. Ce n'est pas ça ne justifie pas forcément des traitements qui peuvent coûter 100 000 € par traitement. Du côté des médecines parallèles, il y a des médecines parallèles qui ont un statut plus scientifique que d'autres. On pourrait citer l'acupuncture, par exemple. Et puis, il y en a d'autres, je sais pas, les régimes basiques, puisque l'acidité est censée favoriser le cancer, ce qui est
qui ne correspond à rien de démontré. Donc ça va effectivement du charlatanisme avec effectivement les tenants en ce moment-là de ces médecines qui considèrent que la science officielle, ce sont que des empoisonneurs vendus aux grandes firmes pharmaceutiques. Donc il y a un peu tous les intermédiaires et il y a effectivement une certaine place accordée dans certains cas aux médecines dites parallèles comme l'acupuncture, l'homéopathie, dont l'efficacité n'est pas démontrée. Il n'y a pas eu jusqu'à présent d'essais cliniques solides montrant une efficacité. Mais on peut partir du principe qu'il y a un effet placebo, que c'est réclamé par les malades et que si ça les aide à supporter les traitements classiques, c'est positif. Malheureusement, et il y a un article récent qui a été publié là-dessus, on s'aperçoit que les gens qui ont recours en plus des traitements classiques à des médecines parallèles ont tendance du coup à moins bien suivre le traitement classique et ça se retrouve dans des résultats qui sont nettement plus mauvais que les autres. Je trouve que l'effet placebo, c'est une belle question. Parce que, bon, on se soigne aussi avec ce qu'on a dans la tête, j'imagine. Et donc, en tant que chercheur, qu'est-ce que vous en faites de l'effet placebo? Bon, personnellement, je pense que l'homéopathie n'a aucun effet réel, mais que ça peut être une excellente façon de mobiliser l'effet placebo. Et il a été démontré effectivement que l'effet placebo, donc l'amélioration qu'on peut observer chez un malade qui prend un médicament qui ne contient rien, que cet effet placebo, dans les bonnes conditions, pouvait être assez fort et produire y compris des modifications physiologiques. C'est pas simplement... voilà. Oui, oui, oui. Et donc l'homéopathie peut être une excellente façon de faire fonctionner l'effet placebo. Et donc que le malade se sente mieux, alors bien que ce qu'il a pris, le granule homéopathique, ne contient rien, ne contient pas de molécule active. Je crois qu'on est justement sur une question assez complexe et peut-être n'est pas encore vraiment élucidée. C'est-à-dire que c'est évidemment que ce qu'on a en tête quand on est patient ou l'entourage peut avoir un effet physiologique. Et ça, quelle est la discipline qui va prendre en charge ça? Est-ce que c'est des psychologues? Est-ce que c'est des physiologistes? Où ça se passe? Mais un scientifique académique nous dit oui, on peut constater des effets physiologiques. Donc c'est une question, voilà, c'est à la discussion. Je passe la parole à Sébastien Balibar pour... Merci beaucoup. Il y a déjà énormément de choses à dire et j'ai très envie de répondre à plusieurs des questions qui viennent d'être soulevées. Mais je crois que avant de rentrer dans des détails qui sont tous très intéressants, j'aimerais faire un peu de philosophie, bien que je ne sois pas philosophe, et que Mathias Girel va sûrement me réparer peut-être les erreurs que je fais, mais je voudrais back to principles, comme on dit en anglais, c'est-à-dire revenir aux principes pour quand même cadrer un peu le débat. Bon, parce qu'il s'agit de savoir ce qu'on fait face à la dénonciation ou des sciences par une sorte de post-vérité, de fausses nouvelles, de théories du complot, de tout un tas de choses qui, à mon avis, font du mal à la société. Et donc, qu'est-ce qu'une science, quoi? Il faudrait peut-être quand même se mettre d'accord là-dessus. Et d'ailleurs, on parle souvent des sciences ou de la science. Donc, qu'est-ce qu'il faut dire? Qu'est-ce qu'il y a de commun entre les sciences pour qu'on puisse dire qu'il y a la science? Alors, moi, c'est là que je crains la critique du philosophe, mais enfin, en tant que physicien expérimentateur, je fais attention à la manière dont je travaille. Et donc, pour moi, la définition d'une science, qui est une définition évidemment simpliste, mais en physique, on fait ça, on commence toujours pour comprendre quelque chose par simplifier, et puis par la suite, on améliore notre compréhension en rajoutant les détails. Mais on commence par ce qui semble particulièrement important pour déterminer le phénomène qu'on observe. Hein. Bon,
Eh bien, à mon avis, ce qui distingue grosso modo la science de ce qui n'est pas la science, c'est la réfutabilité que définit Karl Popper. Alors, pour ceux d'entre vous qui ne connaîtraient pas Karl Popper, et comme l'histoire des sciences, malgré tout, ça m'intéresse aussi, bon, Karl Popper, c'était un philosophe qui était né en Autriche. Il avait une formation multiple, à la fois en mathématiques, en physique, en philosophie, en psychologie et même en musique. Donc, c'était un esprit aux connaissances très vastes. Et donc, il a dit la chose suivante. Il a dit qu'une théorie scientifique fait des prédictions. Et c'est en vérifiant que ces prédictions sont justes ou fausses qu'on va soit réfuter la théorie, donc la compréhension d'un phénomène qui est proposé par donc des scientifiques, en vérifiant qu'elle est soit réfutée, soit confirmée. Et grâce à ce doute permanent que les scientifiques, les vrais scientifiques que je côtoie dans les laboratoires et qui ont cette méthode de travail en commun, c'est grâce à ce doute permanent et donc cette confirmation éventuelle ou amélioration éventuelle que la vérité scientifique progresse. Donc la vérité est temporaire, elle est relative, elle n'est jamais absolue. La vérité scientifique n'est pas absolue. Et c'est à mon avis, toujours simpliste, mais enfin c'est mon niveau de compréhension de ces choses-là, c'est en ce sens que c'est grâce au fait que cette vérité est relative et en perpétuel progrès qu'elle est si forte. Et donc les anti-scientifiques, là, les favoris, les supporters, comment dit-on, qui attaquent la science sous prétexte que la vérité scientifique n'est que temporaire, ils n'ont rien compris. Mais il faut leur expliquer que justement, c'est paradoxal peut-être, c'est contraire à la religion, à je ne sais combien d'idéologies variées, qui imposent une vérité absolue, ce qui fait problème et provoque des combats, des guerres éventuellement, des exécutions dans certains pays, alors que ceci n'existe pas en science. Il y a des controverses, bien sûr, on n'est pas toujours d'accord, mais on fait appel à la méthode scientifique, qui est une méthode évidemment rationnelle, qui permet en général assez vite de distinguer le vrai du faux, même si ce vrai est temporaire. Vous voyez, c'est un peu délicat ce que j'ai expliqué, enfin j'ai essayé d'expliquer, mais je vois des gens qui disent oui, oui, comme ça, donc ça me rassure. Bon. Alors, en réduisant la science à cette pratique, évidemment, je suis en train d'exclure les sciences humaines, l'économie, beaucoup de choses qui sont une autre forme de connaissance, qui ont certains aspects scientifiques peut-être, mais pas le même, à mon avis, que la mathématique, la physique, la chimie, les géosciences, l'astronomie, enfin toutes ces sciences dites exactes. Donc je suis conscient que ma définition est simpliste, mais je crois qu'il fallait le dire parce que c'est ça qui va nous permettre de distinguer les fausses rumeurs, les fake news ou l'infox, comme on dit aussi, de résultats ou d'assertions scientifiques. Et je crois que dans ce débat, c'est là qu'il faut en revenir. Bon. Alors, où en suis-je donc, voilà. Oui, je devrais peut-être ajouter aussi que la science a besoin de financement, bien sûr. Mon laboratoire et beaucoup d'autres coûtent de l'argent à l'État, donc à nous tous. Ce n'est pas la même chose que les intérêts industriels. Les intérêts industriels, pour s'imposer, ont besoin, par exemple, de corrompre. Les scientifiques n'ont personne à corrompre. Ils ont à chercher si c'est vrai ou faux, quoi. Bon. Donc, vous voyez, il y a un certain nombre de distinctions qu'il faut faire entre la vraie science et la fausse. Et c'est ça qui, à mon avis, me permet, moi au moins, éventuellement de faire quelque chose pour m'opposer à ces fausses sciences, rumeurs et compagnie. Alors, à ce propos, une vérité scientifique, ça ne se met pas au vote. On ne sait pas si c'est vrai ou faux, sous prétexte qu'on a fait une enquête et qu'on a fait voter les gens qui ont des opinions, et on va considérer que c'est vrai sous prétexte qu'il y a une majorité de voix pour contre des voix contre.
Alors, à ce propos, je crois que, toujours pour ne pas m'éloigner trop du problème soulevé, par les temps qui courent, on est tous avec nos petites machines connectées, là, et quand on cherche un sujet ou une réponse, bon, on tape, par exemple, sur Google, et puis on trouve une première page de réponse à je ne sais quoi, radioactivité. Bon. Alors, Google a des millions de références, ou même bien plus que ça, de références à différentes interventions, opinions, résultats qui sont tous mélangés. Et donc, Google et tous les autres font tous pareil, c'est-à-dire qu'ils classent, ils mettent en première page ce qui a été le plus cité. Donc, c'est un peu comme considérer comme vrai l'opinion qui est le plus partagée. Bon. Les opinions les plus citées peuvent être à la fois une erreur monumentale, mais qui est spectaculaire et qui fait réagir beaucoup de gens en pour ou en contre. C'est souvent ça. C'est plutôt ça que des explications scientifiques qui sont parfois longues, qui ont été lues par peu de gens et qui donc sont peu citées. Et donc, vous voyez, je crois qu'il y a là un problème grave dans lequel l'utilisation abusive des réseaux joue un rôle considérable. Et on pourrait y revenir parce que j'ai quelques idées sur la manière dont on pourrait peut-être améliorer un peu ça, mais on y verra plus tard. Et donc, j'essaye de terminer puisque je vois qu'on s'impatiente. Ah, pardon. Bien sûr, j'y arrive tout de suite parce que sur mon papier où j'ai pris quelques notes, il y a marqué, je vous lis ce que j'ai marqué, alors, virgule, exemple, 2 points, le climat, point, Trump et Allègre. Donc, quelques mots de M. Donald Trump et de M. Claude Allègre, parce que c'est des exemples tout à fait intéressants, à mon avis, à propos du climat. Bon. Alors, M. Trump, c'est quand même un cas extrême, c'est-à-dire qu'il ne croit pas au réchauffement climatique, mais il ne croit pas non plus à la théorie darwinienne de l'évolution. Il est un créationniste qui pense que donc Dieu a créé le monde. Alors, on se dispute un peu pour savoir si c'est il y a 6000 ans ou davantage ou moins. Bon. Donc, il a visiblement été, si je peux me permettre, victime d'un certain type d'éducation qui ne l'a pas rendu très accessible au discours scientifique sur l'origine du réchauffement climatique. Alors, par ailleurs, j'ai parlé de corruption tout à l'heure. Eh bien, on sait à quel point les lobbies du pétrole et de tous les combustibles fossiles interviennent aux États-Unis, ce qui fait que non seulement M. Trump, mais aussi les 50% d'électeurs qui l'ont élu, ne croient pas à l'existence du réchauffement climatique. Je vais y revenir à ce qu'on assez vite après, parce que c'est ce que fait Allègre et son adjudant, à comment on fait pour prétendre que le réchauffement climatique n'existe pas. Alors, M. Allègre, Claude Allègre, ancien ministre de l'Éducation nationale, etc., qui est en mauvaise santé, donc je suis désolé pour lui. Mais enfin, lui, c'est un genre qu'on pourrait appeler un peu violemment un escroc. Hein. Bon. Pourquoi Claude Allègre est un escroc? Eh bien, c'est parce que dans son livre sur le réchauffement climatique, pardon, il va jusqu'à faire la fraude suivante. Il y a un climatologue suédois qui s'appelle Håkan Gröd, qui a mesuré les fluctuations de la température du climat en fonction du temps. Donc, le climat, par exemple, même la température moyenne du globe, fluctue d'une année sur l'autre en fonction de tout un tas d'instabilités variées, depuis El Niño dans le Pacifique Sud, qui est une instabilité de l'océan qui traverse le Pacifique Sud, jusqu'à des tas de structures qu'il y a dans tous les grands océans qui sont plus complexes, mais qui naissent, qui apparaissent et qui disparaissent. C'est pire que l'eau qui bout dans votre casserole quand vous mettez du chauffage dessous, quoique ce n'est pas complètement étranger. Bon. Et donc, face à ces fluctuations sur les courbes que vous avez peut-être vues de la température du climat, eh bien, M. Gröd avait fait des mesures qui montraient qu'il y avait des fluctuations, mais qu'en moyenne, si on lisse tout ça, on prend une courbe moyenne,
eh bien, en moyenne, ça augmente même de plus en plus vite parce que ces phénomènes sont, comme on dit, non linéaires, ce qui veut dire qu'en fonction de la concentration de gaz à effet de serre, là je rentre un peu dans les détails, mais si je ne suis pas assez clair, vous levez la main, s'il vous plaît. Hein. Bon, interrompez-moi. Bon. Donc, en fonction du temps, la concentration de gaz à effet de serre, c'est-à-dire du CO2, le dioxyde de carbone, plus quelques autres, N2O, le méthane, CH4, etc., eh bien, la température augmente. Mais plus, ce n'est pas linéaire, c'est-à-dire plus il y en a dans l'atmosphère, plus on a pollué l'atmosphère, si vous préférez, eh bien, plus ça accélère. Et donc, cette courbe moyenne, à travers les fluctuations du climat, non seulement elle augmente, mais en plus, elle augmente de plus en plus vite. Alors, qu'a fait M. Allègre ? Eh bien, il a pris tous les derniers points qui allaient vers le haut, il les a redessinés vers le bas, et il a écrit en toutes lettres dans son livre, vous voyez bien que la température diminue, elle n'augmente pas. C'est quand même un peu fort. Alors, monsieur Akengrod s'en est aperçu. Il a des collègues qui lui ont dit, mais tu sais que ta courbe, là, c'est pas possible, tu n'as pas écrit ça. Là, il regarde, il s'aperçoit que Claude Allègre avait redessiné à l'envers. Bon. Et il a eu le culot de dire qu'il n'avait pas fait attention pour vérifier les épreuves de son livre et que c'était le dessinateur qui s'était trompé. Quand on pense que c'est l'argument central de son raisonnement, c'est quand même énorme. Bon. Alors ça, c'est M. Allègre. Donc on va le laisser à ces méthodes qui me paraissent éminemment condamnables. Mais M. Allègre avait un directeur de cabinet qui s'appelle Vincent Courtillot et que je connais très bien parce qu'on s'engueule assez souvent à l'Académie des sciences. Et Claude Allègre, lui aussi, est un climato-sceptique que je préfère appeler d'ailleurs, comme beaucoup de gens le font aussi, des négationnistes du climat. Bon. Il n'est pas sceptique, il est bien pire que ça. Alors, il est beaucoup plus malin que son patron et qu'est-ce qu'il fait, lui ? Alors, il prend des vraies données, mais il en prend des morceaux, et c'est des données partielles. Alors, comme ça fluctue, par exemple, bon, il peut y avoir des moments où ça descend un peu avant de recroître davantage. Mais si on prend seulement les quelques années où ça descend, on va trouver que la Terre se refroidit. Alors, je caricature un peu, il est plus malin, il fait ça encore plus subtilement, il a des modèles très compliqués qu'on a du mal à comprendre, et au bout du compte, il nous explique que le réchauffement climatique n'existe pas, la Terre se refroidit. Alors après, comme si ça ne suffisait pas, il nous explique que de toute façon, tout ça n'est pas dû au gaz à effet de serre, donc à l'activité humaine, mais que c'est le Soleil dont les tâches dont on a parlé tout à l'heure gigotent. Donc c'est le Soleil qui a des fluctuations, et donc c'est l'éclairement de la Terre qui fluctue à cause du Soleil, mais pas à cause de l'activité humaine. Et d'ailleurs, M. Vincent Courtillot, mais vous le répéterez à personne, c'est évident, M. Courtillot m'a accusé d'être criminel en prétendant réduire les gaz à effet de serre, ce qui ne sert à rien, alors que c'est un phénomène qui n'est pas dû à l'activité humaine, mais aux fluctuations du Soleil. Alors, bon, on ne s'entend pas très bien, quoi, disons. Ensuite, il continue. C'est des arguments, vous voyez, qui ont l'air scientifiques, mais qui ne sont pas rationnels et qui sont même pires que ça. Donc, derrière les rumeurs qui traînent, qui sont un peu tout à fait notre sujet d'aujourd'hui, il y a ce genre de comportement. Eh bien, ces gens-là n'utilisent pas une méthode scientifique au sens où je l'avais décrite tout à l'heure. Pire que ça, et j'en arrive aux publications parce que je veux dire quelques mots sur les publications et aussi sur les médecines parallèles pendant que j'y suis. Donc, revenir à ce qui a été dit tout à l'heure. Quand un scientifique publie quelque chose, c'est parce qu'il veut, comme son nom l'indique, rendre public une idée, un résultat, une découverte qu'il a faite. Et dès que c'est publié, pour être publié d'ailleurs, il faut être un peu vérifié avant que ce soit vraiment publié par l'évaluation par les pairs, comme on dit. Ce qui est très bien. Avant de diffuser n'importe quoi, nous, dans nos revues, pas les revues prédatrices dont on a dit tout à l'heure du mal, et c'est bien, donc on vérifie que ça a l'air au moins scientifique. À la suite de quoi, eh bien, le doute, le scepticisme fondamental de tous les scientifiques se met en marche. Et quand on trouve qu'il y avait une erreur de toutes sortes, vous pouvez, depuis l'erreur de calcul jusqu'à l'erreur de mesure, en passant par des erreurs plus subtiles, eh bien, on publie à notre tour.
Et assez rapidement, il y a une synthèse qui se fait, ce qui fait qu'il y a un accord universel, ou quasiment universel, bon, comme quoi tel ou tel résultat, telle ou telle idée, théorie, etc., sont vrais, avec le sens du vrai que j'ai dit tout à l'heure, c'est-à-dire c'est un vrai qui est provisoire, et c'est justement ça qui fait sa force. Bon. D'ailleurs, j'ai droit à une petite parenthèse ouais, pas beaucoup. Bon. Alors, je vous raconterai pourquoi j'ai été invité à cette fête du livre il y a 2 ans, après avoir découvert quelque chose qui n'était pas du tout ce que je cherchais. Bon. Mais c'est souvent comme ça, c'est formidable. Vous savez, quand vous cherchez quelque chose et que vous apercevez que ça n'a rien à voir, c'est autre chose, c'est souvent un progrès décisif. Donc, c'est ce qui m'est arrivé. Bon, et donc, j'en ai fait un livre à la demande de monsieur Pierre Rosanvallon, qui m'a valu du succès dans cette fête du livre à Saint-Étienne il y a 2 ans. Voilà, je l'ai dit quand même. Hein. Bon. Et donc, où est-ce que j'en suis? Ah oui. Donc, les publications. Non, je pense au partage du temps. Quand vous citez Vincent Courtillot comme un peu le mauvais de l'histoire, le méchant de l'histoire, il est quand même à l'Académie des sciences, c'est ça? Et j'avais une question. Oui, non, j'avais une question sur le terme anglais, c'est truthly, c'est-à-dire qui ressemble à la vérité. Et vous avez dit, il fait des modèles compliqués qui ressemblent à de la science. Est-ce que sur ce cas précis, parce que je crois qu'on peut le retrouver ailleurs, ce travail, est-ce qu'il est vraiment abusé par son activité comme ça, de soi-disant chercheur ou vrai chercheur, je ne sais pas, ou est-ce qu'il fait ça intentionnellement parce qu'il a une vision politique qui est de contrecarrer les gens qui disent, attention, qui tirent la sonnette d'alarme? Est-ce qu'il y a cette distance qui est intentionnellement noyer le poisson et faire science alors que ce n'est pas basé sur des mesures, etc. Ou est-ce qu'il est embarqué dans son propre mécanisme intellectuel? Vous allez me forcer à dire des choses que je ne devrais pas dire. Mais bon, c'est quand même, votre question est essentielle. Alors, qu'est-ce qui se passe? Donc, les milliers, il y a 3 ou 5 000, je ne sais plus, climatologues du monde entier, de tous les pays du monde, réunis dans le GIEC, qui est un groupe international qui en anglais s'appelle IPCC, qui ont expliqué que le réchauffement climatique est là, de rapport en rapport, c'est de plus en plus précis, c'est de plus en plus inquiétant, etc. Bon, et il y a eu des quantités d'articles. Des quantités. Ça ne mérite pas d'énormes quantités, hein, les propos d'Allègre, mais enfin qui ont expliqué pourquoi Allègre dit des choses qui ne sont pas vraies, disons, pour être poli. Bon. Alors, la presse, il y a 2 questions. Pourquoi est-ce qu'il est tellement célèbre comme climato-sceptique, et d'une part, et pourquoi est-ce qu'il fait ça? Parce qu'il est quand même très loin d'être idiot. Il a fait des choses très importantes en géophysique, en géomagnétisme, des choses comme ça. Bon. Alors, je crois que la presse aime le spectaculaire, le scandaleux, le sensationnel, les pugilats entre des gens qui sont pour et des gens qui sont contre, dans des émissions qui, grâce à ça, augmentent leur audimat. Je suis un peu vulgaire et brutal, mais il y a quand même de ça, et je crois que une certaine méthode d'information actuelle qui consiste à faire bref et spectaculaire au lieu de faire de la réflexion, ce qui demande du temps. Hein. Expliquer que c'est de la rigolade, le réchauffement climatique, c'est pas vrai. D'ailleurs, vous voyez bien que la Terre se refroidit. Ça prend une phrase. Mais d'écrire les milliers de pages du rapport du GIEC, moi j'ai réduit ça à une centaine de pages, la moitié de ce livre. C'était déjà difficile. Mais ça ne se fait pas en 2 phrases. Ce n'est pas possible. Et donc, une certaine conception de l'information donne un avantage que je trouve absolument indu à des fausses nouvelles parce qu'elles sont spectaculaires et que ça fait du pugilat dans les médias. Alors, la deuxième question est beaucoup plus grave. Pourquoi est-ce que Courtillot, qui est quelqu'un de très malin, en arrive là?
Alors, je ne vais pas le dire vraiment, mais vous allez sûrement comprendre quand même. Tout à l'heure, j'ai dit que les intérêts industriels avaient besoin de corrompre. Et donc, le même espèce de lobby qui a défendu le tabac en expliquant que le tabac n'avait aucun effet nocif, et ça, c'était Philip Morris, je crois, un grand industriel du tabac, eh bien, on retrouve les mêmes dans un certain nombre de think tanks américains. Et ce think tank américain, il a un représentant en France, qui est la personne dont je viens de parler. Donc, j'ai mon idée, mais je n'ai pas de preuves. Et donc, je crois qu'il y a de ça là-dessous, et je ne vais pas en dire plus. Très bien, je pense que la liaison est assez directe avec Mathias Girel. Merci. Bon, mais il y aurait déjà largement de quoi faire juste en répondant ou en rebondissant sur ce qui a été dit par mes deux prédécesseurs, peut-être sans me risquer, ça l'arsène un petit peu, sans me risquer à une définition de la science ou du réel, pour lesquelles 2 heures suffiraient sans doute pas. Je voudrais juste rebondir un petit peu sur la caractérisation que Sébastien Balibar a donnée. De fait, il y a une référence à la vérité, voire au caractère révisable des conclusions scientifiques qui est non négociable, hein, qui fait partie de la caractérisation de l'attitude et de la méthode scientifique. Et je pense que même, ça restait un peu implicite dans le propos, mais je préférerais le rajouter. Évidemment, ça ne suffit pas. Il faut rajouter d'autres contraintes. Il y a des tas de phrases vraies, parfaitement vraies, qui ne font pas du tout de la science. Si je dis que les éléphants ne portent pas de pyjama, alors, pardon, mais ça ne me donnera pas un doctorat en zoologie ou en... Oui, c'est très vrai, mais bon, ça ne suffit pas pour constituer une science. Il y a l'autre dimension, et je pense qu'il est complètement à l'œuvre dans la dimension expérimentale aussi, qui est d'expliquer le réel. Depuis Aristote, on caractérise comme ça l'attitude scientifique, expliquer le réel, connaître par les causes. Et je pense que c'est important d'avoir cette dimension-là en tête, et elle est assez importante quand on cherche à caractériser la connaissance aussi. Parce que connaître, c'est pas uniquement avoir une information vraie dans l'esprit, dans la tête, de manière fugitive. Si je recopie une conclusion d'un article de Sébastien Balibar, par exemple, supposer que la conclusion soit vraie, ça ne me fera pas détenteur d'une connaissance en physique, physique statistique. Donc ça ne suffit pas. Ça veut bien dire que pour connaître, il faut non seulement avoir de l'information vraie, mais il faut aussi être capable de l'utiliser pour justifier d'autres informations, d'autres connaissances, et il faut être capable de l'utiliser pour découvrir de nouveaux aspects du réel, parfois de nouveaux éléments, ça arrive en physique, de nouvelles lois de la nature, et c'est ce mouvement cumulatif qui est aussi une caractérisation, qui n'empêche pas du tout l'autre, mais qui est une des caractérisations de l'attitude scientifique. Et je pense que si on a cette distinction-là en tête, moi, elle m'intéresse parce qu'elle permet de comprendre que la connaissance, c'est aussi une dimension active, c'est aussi une faculté de mobiliser ces connaissances et ces informations précédentes pour agrandir la connaissance. Ça permet, on le verra peut-être plus tard dans le débat, mais ça donne aussi des repères sur la question des fake news, la question de l'infox, de la post-vérité, parce que je pense que très souvent, le débat, il repose sur une confusion entre information et connaissance. On est sous un déluge d'informations, parfois complètement désordonnées, et il ne faudrait pas croire que ça nous investit pour autant de connaissances, mais ça, je pense qu'on en reparlera tout à l'heure. Alors, si la question initiale était de savoir si nous sommes dans l'ère du doute à l'égard des sciences, moi, alors, j'ai tendance à être souvent assez pessimiste, mais là, j'aurais tendance à rester un peu mesuré quand même si je connais les mises en cause assez décidées de la science. Il y en a quelques-unes qui ont été évoquées. Mais globalement, je pense que quand vous montez dans un avion, vous n'êtes pas pris de doute vis-à-vis de l'hydrodynamique, vis-à-vis de la conception des moteurs. Bon, même si il y a des sciences de l'ingénieur, ça repose sur des principes physiques. Si vous avez une maladie compliquée, vous pouvez être enclin à faire confiance à la recherche fondamentale dans ce domaine, ou si vous êtes voisin d'une université, vous ne direz peut-être pas spontanément le physicien ou le biologiste qui travaille dans ce labo, c'est un corrompu, ou il agit pour le compte de telle ou telle grande puissance, ce qui veut dire qu'il y a quand même pas mal de dimensions de la vie dans lesquelles on ne perçoit pas ou on ne mesure pas, disons, une sorte
de doute ou de défiance vis-à-vis de la recherche scientifique. Donc, c'est peut-être focalisé sur certains domaines. Après, il faudrait sans doute distinguer plusieurs attitudes. Je pense qu'il y a du doute délibéré. Je donnerai 2-3 exemples par la suite. Je pense qu'il y a des cas où c'est même plus du doute, c'est quelque chose qui relève de l'apathie. Apathie, ça veut dire on réagit pas, on reste complètement indolent. Et sur la question du climat, moi c'est une question que je me pose souvent. Pour moi c'est tout à fait ouvert, mais je le soumets à la salle et à mes compagnons de débat. En France, mis à part les 2 figures qui ont été évoquées, on n'est quand même pas en fer de lance du climato-scepticisme. Est-ce que pour autant on a changé à ce point-là notre mode de vie, notre rapport à l'énergie, à l'urbanisme, à la hauteur de ce que nous dit le groupe 1 du GIEC et puis les autres groupes qui travaillent aux solutions économiques, à ce qu'il faudrait faire? Je ne suis pas sûr. Donc ça veut dire que même quand il n'y a plus les climato-sceptiques financés par les producteurs d'énergie fossile, on n'agit pas forcément. Ce qui incite aussi peut-être à relativiser l'influence délétère qu'ils ont pu avoir. Peut-être qu'il n'y avait même pas besoin d'eux pour qu'on ne fasse rien. Enfin, ça, c'est une question que je vous livre. Et puis, il y a des états que j'appellerais davantage de confusion, où on ne sait plus quoi penser. Parce que ceux qu'on appelle les climato-sceptiques américains, ce n'est pas du tout des sceptiques de l'Antiquité qui pratiquaient la suspension du jugement. Eux, ils sont animés d'une croyance contraire, tout à fait ferme. Enfin, soit les activités humaines n'y sont pour rien, soit il ne faut surtout rien faire. Enfin, ils sont vraiment très, très décidés en ce sens-là. Et je pense qu'il y a des tas de domaines sur lesquels, parfois, une partie du public, nous-mêmes, en tant que nous faisons partie du public, on ne sait plus trop quoi penser. Par exemple, est-ce que boire un verre de vin par jour avec modération, est-ce que c'est plutôt bon, est-ce que c'est mauvais? Bon, si on regarde, l'alcool est quand même toxique, il n'y a pas forcément d'effet de seuil. Enfin, je veux dire, après, c'est une vraie question. On ne sait plus quoi penser sur cette question-là, sans forcément qu'il y ait un doute. Il peut y en avoir, puisque les alcooliers sont assez présents aussi dans la recherche en ce domaine. Mais en tout cas, donc, ça, c'était plutôt des précautions terminologiques sur la connaissance, sur la science, et puis peut-être une précaution d'entrée sur l'omniprésence du doute, qui est peut-être beaucoup plus ciblée qu'on le pense. Alors effectivement, comme ça a été dit par mes 2 prédécesseurs, une partie du doute qu'on peut trouver chez le public n'est pas apparue par hasard. Il y a des épisodes qui sont bien documentés dans l'histoire des sciences. Moi, j'avais donné l'édition française du gros livre de Robert Proctor qui s'appelle Golden Holocaust, qui est précisément sur la manière dont l'industrie du tabac a essayé de peser non seulement sur la réglementation, mais aussi sur la recherche. Et c'est assez intéressant parce que chez Philip Morris et chez les avocats qui travaillaient pour les cigarettiers, dès les années 50, on comprend bien qu'on ne va pas pouvoir gagner contre la science si on ne mobilise pas de la science. Et c'est-à-dire si on ne produit pas de l'épidémiologie maison, si on ne finance pas des études de physiologie. Donc ça veut dire que ces acteurs-là, du coup, ensuite, ont rendu des pans de la recherche douteuse, puisque voilà, c'est une recherche qui a été mobilisée, instrumentalisée dans certains cas, et qui est une histoire assez intéressante d'ailleurs, parce que il y a des gens qui étaient, pour le coup, ça relevait davantage du mensonge, et puis il y avait des chercheurs qui, eux, ont fait de la recherche qui était instrumentalisée, mais au niveau de leur laboratoire, qui était de la recherche honnête. Par exemple, des gens qui faisaient de la recherche sur les autres causes du cancer du poumon que la cause principale, l'exposition à la fumée de cigarette. Il y a eu quand même dans cette recherche financée par Philip Morris des découvertes sur le rôle des virus, de certaines poussières. Alors évidemment, le financement de cette recherche, il avait un but et un seul, c'était d'écarter l'attention de la cause principale, mais tous les gens qui ont concouru à cette entreprise, tous n'étaient pas des gredins et des crapules, même si, disons, les bailleurs de fonds, eux, avaient un agenda en tête. Donc ça a pu peser, et c'est ce qui fait qu'après, ça revient comme un motif. Dès que vous avez un article sur des sujets sanitaires ou environnementaux, on dit, mais alors, est-ce qu'on n'est pas face au même cas que pour les cigarettiers où Sébastien Balibar l'a rappelé, dans les années 90, donc, Exxon notamment, mais d'autres producteurs d'énergie fossile financent à tour de bras de la recherche climato-sceptique. Parce qu'évidemment, si
si la réalité du changement climatique apparaît et n'est pas discutée, ça devient plus difficile de ne pas réguler, de ne pas réglementer l'émission d'énergie fossile et donc le fait de brûler de l'essence et ce type de produit. Donc ça, c'est un facteur de pression sur la vérité scientifique, sur l'attitude qu'on a par rapport à la science, même si c'est sans doute extrêmement limité par rapport à l'énorme volume de production scientifique. C'est un aspect qui est important. Parfois, on dit les gens doutent de la science, alors qu'en fait, quand on les interroge, ils ont quelques doutes vis-à-vis de certaines instances réglementaires qui sont censées protéger alors la santé, veiller à l'alimentation, à ce genre de choses. C'est parfois irrationnel, ça ne l'est pas toujours. Là, en France, on a, même si ce n'était pas une agence comme l'ANSES, mais le précédent malheureux en France, le comité permanent amiante, a eu un rôle assez délétère de ce point de vue-là. Là aussi, sans doute en retardant l'action des pouvoirs publics et peut-être la production de lois sur l'exposition à l'amiante, l'exposition à diverses fibres minérales. Enfin, c'est ensuite quelque chose qui pèse sur les réactions les réactions du public. Et puis, il y a une pression, qui est une pression du politique. On a rappelé l'actuel président Trump, mais bon, c'est ni le premier ni le seul, malheureusement. Mais on a un certain nombre d'acteurs qui, chaque fois que des scientifiques font apparaître un résultat, qui peut avoir une incidence sur la santé publique ou sur le débat public, et si ce résultat ne les arrange pas, vont dire « Ah oui, mais la science est politisée, ce sont des alarmistes, environnementalistes. » Trump fait ça en permanence, quand il n'est pas en train de dire que les climatologues travaillent pour le compte des Chinois qui ont grand intérêt à ce que les puissances occidentales réduisent leurs émissions de gaz à effet de serre. Il y a un jeu plus subtil aussi, qui est qu'une partie de la recherche actuellement, au-delà de la politisation, voit l'émergence de grands acteurs qu'on appelle les philanthro-capitalistes, c'est-à-dire les grandes fondations, Bill et Melinda Gates ou d'autres fondations, qui arrivent et qui chamboulent un peu le jeu de la science. Pourquoi ? Parce qu'ils arrivent avec des millions et des millions de dollars. Ils choisissent un champ de la science qui ne correspond pas forcément aux priorités de recherche des États. Et donc, ils cherchent à obtenir des résultats à très court terme, à forte visibilité, à fort impact médiatique. Et forcément, ça a un effet sur la qualité de la science ou même sur la communication scientifique. On en parlait tout à l'heure, l'effet de hype ou de surenchère quand des chercheurs disent ils ont fait une découverte et puis ça y est, c'est le nouveau secret de la vie ou c'est le médicament, le remède contre le cancer. On peut se retrouver en tant que chercheur incité à ce type de communication. Si le bailleur de fonds, telle ou telle fondation dit on vous finance pour 1 ou 2 ans et puis alors là vous nous faites vraiment une découverte fondamentale, on peut se retrouver dans ce type de situation à produire un discours qui ensuite va provoquer soit de la déception, soit de la défiance dans le public. Parce que quand vous avez entendu 10 fois de suite qu'on avait trouvé le remède contre le cancer ou tel cancer, après ça rend plus difficile de croire le 10e ou le 11e, ou tout simplement plus difficile de croire le chercheur plus prudent, qui va faire état de tel bénéfice thérapeutique qui peut être local, qui peut être intéressant pour tel type de patient, mais qui sera moins spectaculaire. Donc voilà ce que je voulais dire, peut-être je vais m'arrêter là, mais en tout cas, sur d'autres facteurs ou d'autres sources de doutes vis-à-vis des sciences, qui parfois ont une origine historique qu'on peut expliquer, et toute la question, mais je crois que la fin du débat il sera consacrée, c'est de voir comment on ne se retrouve pas dans cette situation, ou ce qu'on peut faire pour sortir de cette situation quand on y est. Juste un petit mot, le titre de l'ouvrage, c'est « Territoire de l'ignorance ». Cette notion d'ignorance, tu n'as pas employé le mot. Qu'est-ce que ça peut apporter au débat ? C'est-à-dire mettre l'accent sur ce qui n'est pas forcément produit comme ignorant, mais qui, de fait, est-ce que toute lumière sur quelque chose qui est connu met de fait dans l'ombre quelque chose qui n'est pas connu ? Est-ce qu'on pourrait enrichir cette notion de connaissance, comme tu l'as dit au départ, avec cette enquête sur les territoires de l'ignorance ? Oui, alors c'est un débat qui dépasse en fait d'assez loin aussi le débat qu'on a en ce moment. Et
moi qui m'intéresse parce qu'il a trait aux représentations qu'on peut se faire de la connaissance comme de la science. On a l'impression qu'il y aurait toute une période qui essaie de l'ignorance, et puis lui succède alors voilà, la période où enfin on connaît. Alors que, en fait, quand on discute avec des chercheurs, très souvent, quand on leur demande ce qu'ils font en ce moment, ils vont formuler éventuellement quelques découvertes ou quelques publications de leur labo dans l'année, mais la plupart du temps, le moment intéressant de la discussion, c'est les questions qui se posent, les nouvelles questions qui se posent. Et alors, ça peut paraître abstrait, mais quand on formule une question, eh bien, on est en train de formuler une ignorance, qui n'est pas du tout l'ignorance paresseuse voilà, de celui qui n'a rien étudié, qui est au contraire une ignorance savante, consciente d'elle-même, et qui est très intéressante. Donc déjà, ce qui m'intéressait avec cette idée de territoire, l'idée de territoire de l'ignorance, c'est juste pour montrer qu'il y a des domaines assez différents, qui peuvent être voisins, et mais qui ont des visages ou des lieux assez différents. Il y a tout un domaine de l'ignorance comme ça, interne à la démarche scientifique, où en un certain sens, certains vont même dire la science produit de l'ignorance, mais de l'ignorance savante, de l'ignorance intéressante, puisqu'on pose sans cesse à la nature des questions de plus en plus profondes. Et d'ailleurs, quand on regarde qu'est-ce que c'est qu'une vie de chercheur, malheureusement, c'est souvent passer une grande partie du temps à formuler des réponses à des appels à projets. Et qu'est-ce qu'on fait? On fait un état de la recherche, et puis on montre que cet état de la recherche est lacunaire, qu'il reste des questions, et donc qu'il reste non seulement des domaines d'ignorance, mais des domaines d'ignorance intéressantes, c'est-à-dire qui méritent qu'on s'y attelle. Alors ça, c'était juste pour montrer que voilà, ce n'est pas un horizon qu'on va arriver à résorber. Ça reste tout au long de la démarche de production et d'accroissement de connaissances. Après, l'autre regard, c'est consisté à regarder l'ignorance non seulement comme un état, qui peut être assez différent. Alors, je ne rentre pas dans d'autres distinctions, des ignorances individuelles, relatives, collectives, enfin ça, on pourrait... S'il y a des questions, j'y rentrerai, mais on peut aussi regarder donc l'ignorance, je le disais, non seulement comme un état, mais aussi comme un effet. Est-ce qu'il y a des situations où mon ignorance est produite? Alors, les grands penseurs des Lumières, Voltaire notamment, lui voyait plutôt l'effet des superstitions, voire des religions. Il disait, bon sang, mais c'est bien sûr, il y a des domaines où l'ignorance du peuple est entretenue par des gens qui y ont intérêt, puisque leur pouvoir repose là-dessus. Donc, ce n'est pas du tout une idée neuve de regarder les choses comme ça. Mais si on regarde le contemporain, il y a énormément de pans de notre vie quotidienne où de l'ignorance est créée et produite. Alors parfois, ça peut être de manière intentionnelle. Le secret d'État, qu'est-ce que c'est? Ça veut dire qu'on sort du domaine public des éléments d'information. Pardon? Oui, alors je vais pas... J'ai peu d'informations sur ce cas-là, donc je vais rester sur le secret d'État nucléaire ou sur d'autres thèmes. On retire effectivement des informations du domaine public, on crée de l'ignorance. C'est-à-dire que certains sont au fait ou ont à en connaître, et puis tout le reste du public ignore ce qu'il pourrait savoir. Après tout, cette connaissance est disponible, si elle nous était communiquée, on la saurait. Donc là, trivialement, on a de l'ignorance qui est produite. Et de manière plus subtile, disons les auteurs d'histoire des sciences sur lesquels j'ai pas mal travaillé ces dernières années, ils estiment que voilà, sur le domaine du tabac, sur le domaine du climat, dans d'autres domaines qui touchent des polluants, des plastiques notamment, ou des fibres minérales, on a pu faire disparaître ou saper ou fragiliser ou relativiser une connaissance fiable qui existait auparavant, qui avait pu être constituée par la communauté médicale, par les assureurs parfois, par un certain nombre de chercheurs, et eux l'interprètent comme une production d'ignorance. C'est-à-dire qu'auparavant, on avait une connaissance fiable sur laquelle on peut s'appuyer pour produire de nouvelles connaissances, pour justifier des actions, et ensuite, cette fiabilité disparaît, ou en tout cas est remise en question parce que le sujet est controversé. Il devient difficile de mobiliser cette connaissance pour asseoir une politique publique. Eux l'interprètent, alors on peut discuter du choix de ce terme, mais eux l'interprètent comme une production d'ignorance. Et puis il y a des tas de domaines où en fait on avait des connaissances, où une science était en train de se produire, de s'accumuler, et puis parfois pendant 50, 70 ans, ce n'est plus intéressant, ce n'est plus central, et donc on oublie un petit peu ces choses-là qui sont redécouvertes après. Même s'il y a toujours eu je parlais de l'alcool tout à l'heure, des recherches sur les effets de l'alcool, sur les tissus, sur les fœtus, sur l'embryogénèse, il y a eu beaucoup de recherches dans la période qui précédait la prohibition aux États-Unis, avec énormément de découvertes intéressantes. Et ensuite, pendant plusieurs décennies,
ce secteur se ralentit pour, de nouveau, après, revenir en pleine actualité. Je pense, je ne vais pas dire d'erreur, à partir des années 60-70. Il y avait des tas de raisons. Hein. C'était soit qu'il y avait d'autres programmes de recherche qui étaient prioritaires, soit qu'il y avait des difficultés à sélectionner des souches de souris qu'il fallait en plus exposer à l'alcool. Ce n'est pas évident, les animaux courent pas forcément après. Et donc, ça arrive aussi qu'il y ait des choses sur lesquelles, des domaines sur lesquels on avait des connaissances, voilà, qui disparaissent du champ de l'actualité scientifique. Donc il y a des visages très très différents de la production d'ignorance. Je ne sais pas si ça répond à la question. On va passer au troisième temps de la rencontre, qui sera peut-être un peu plus court que prévu, si on veut avoir le temps des questions. Donc c'est la question que faire par rapport à ce qui vient d'être dit. Comment on peut, j'emploie le terme armé, c'est peut-être un petit peu fort, mais outiller la société au sens large pour faire face à ces évolutions-là. Alors qu'on parle d'éducation du citoyen, qu'on parle d'éducation des responsables, des journalistes, bien sûr aussi, des médias et y compris des scientifiques. Juste au passage, j'avais en tête, je crois, la phrase attribuée à Freud, l'inconscient, c'est ce qu'on sait, mais qu'on ne sait pas qu'on sait. Et il me semble que Bertrand Jordan, vous employez la phrase « on ne sait pas ce qu'on ne sait pas ». J'ai piqué ça en lisant à la fin de votre ouvrage. Donc, je vais vous donner la parole. Et vous êtes aussi engagé dans, si j'ai bien compris, la vulgarisation scientifique au sens noble du terme. Donc, dans des activités qui visent à donner au public, à la société au sens large, des éléments de connaissance, des éléments qui permettent de s'y retrouver et d'avoir une posture critique active dans toutes ces questions. Oui, bon, on ne sait pas ce qu'on ne sait pas, c'est un élément important dans l'analyse des situations, parce qu'on sait ce qu'on sait, on sait ce qu'on ne sait pas, mais en plus, il y a des choses qu'on ne sait pas, qu'on ne les sait pas. Et c'est parfois celles-là qui peuvent être les plus importantes. Disons, si je prends l'ensemble des questions, moi j'insisterai quand même sur le fait que ce qui incombe à nous, chercheurs, c'est de faire le ménage chez nous, et qu'il y a besoin de faire le ménage, de faire en sorte que les publications soient réellement, c'est peut-être particulièrement, le problème est peut-être particulièrement aigu en biologie, mais il y a un problème quand même de faire en sorte que la qualité des publications soit aisément perceptible et qu'elles soient fiables, c'est-à-dire qu'on sache quelles sont les revues sérieuses, quelles sont les revues mercenaires ou prédatrices. Je peux vous dire par exemple que je reçois à peu près 10 mails par jour de revues prédatrices qui me demandent de publier un article, de leur envoyer un article. Et je reçois à peu près 1 mail par jour de revues prédatrices qui me demandent de faire partie de leur comité éditorial. Comité éditorial qui ne se réunira jamais, qui sera complètement bidon, mais qui leur permettra d'avoir des noms de scientifiques et d'attirer comme ça des auteurs qui paieront pour publier n'importe quoi. Donc c'est compliqué. Il y a beaucoup d'intérêts qui sont en jeu. Il y a eu, par exemple, un scientifique qui a tenu à jour une liste de revues prédatrices, et il a été obligé de fermer son site parce qu'il a subi des pressions, parce qu'il y a beaucoup d'argent qui est impliqué. Même les revues qui ne sont pas prédatrices elles sont des victimes consentantes, mais elles-mêmes, si vous voulez, font partie de cette pression, ce qu'on appelle en anglais publish or perish, publier ou périr, c'est-à-dire le fait que la carrière d'un scientifique et l'existence de son laboratoire sont conditionnées par le nombre de publications et les revues dans lesquelles ces publications apparaissent. Et donc tout ça, il faut que ça change. Il faut que ça change. Et bon, il y a un certain nombre d'acteurs qui
qui travaillent dans ce sens, et il faut qu'on y participe et qu'on les pousse à continuer. Bon, il faut bien sûr communiquer, c'est ce qu'on fait ici, c'est ce qu'on essaye de faire dans toutes sortes d'instances, et aussi participer aux initiatives qui, je pense par exemple, les décodeurs du monde, je ne sais pas si vous connaissez, c'est un groupe de journalistes du monde qui a comme but explicite d'analyser des nouvelles et d'essayer de voir ce qu'il y a dessous, si ça tient la route ou non. Et bon, on peut y accéder facilement par le site du Monde, ça s'appelle Les Décodeurs. Et vous avez quand vous cliquez sur l'icône qui apparaît, vous avez une évaluation en couleur de la solidité de la nouvelle en question et des explications. Bon, ils ne sont pas parfaits, ils ont fait quelquefois des erreurs, mais c'est le genre d'initiative qu'il faut encourager, y compris en y participant si on en a la possibilité. Je n'irai pas plus loin. C'est mon tour. Oui, je rebondis tout de suite là-dessus pour dire que, à propos des publications, bon, en physique, nous avons exactement le même problème. Bien sûr, c'est un problème d'argent. Donc, ne regarde pas si c'est de la physique ou de la chimie ou de la biologie. Bon, donc, on a les mêmes problèmes. Je reçois tous les jours des offres qui ne sont pas très honnêtes. Et je voudrais dire à ce propos qu'il ne faut pas supprimer les publications, rendre tout accessible à tout le monde, ce que certains proposent. Non, il faut défendre le principe de la publication sous le contrôle de la revue par les pairs. C'est très important. Et donc, c'est à propos, alors histoire de rendre les choses vraiment claires, Monsieur Courtillot, après je cesse d'en parler, mais Monsieur Courtillot publie dans une de ses revues prédatrices qui est chinoise et dans laquelle il suffit de payer pour être publié. Eh bien, c'est typique. Et donc, nous nous employons, nous autres aussi, dans notre domaine, à sauver les publications scientifiques parce que toute la solidité de l'information et même du progrès scientifique de notre discipline repose sur l'existence de revues sérieuses qui sont contrôlées et qui sont soumises à l'avis de toute la communauté. Alors, pour continuer à répondre sur la question que faire, qu'est-ce qu'il faut qu'on fasse face à cette situation, je crois que non seulement les publications, etc., mais je crois qu'il faut donner aux instances qui nous gouvernent, donc en particulier aux instances politiques, une formation scientifique qu'elle n'a pas. Il n'y a pas d'enseignement scientifique à l'ENA que je sache. J'ai un ami très remarquable qui s'appelle Jacques Trainer, qui a introduit quelques notions scientifiques sur le climat à Sciences Po, mais c'est rarissime ces choses-là. Donc je regrette infiniment que nos politiques n'aient pas de formation scientifique. Ils n'ont pas non plus, sauf des exceptions, comme par exemple M. Obama, qui avait un conseil scientifique très important, très actif, ce que n'a évidemment plus M. Trump, et ce que n'a pas non plus M. Macron, ni M. Sarkozy. Enfin, je ne vais pas les passer tous en revue. Bon. Mais je crois qu'il serait très important qu'il y ait des conseillers scientifiques actifs auprès des gouvernements, parce que beaucoup de nos problèmes de société dépendent d'une certaine compréhension scientifique du problème posé, que ce soit les vaccins, les épidémies, l'énergie, le climat, le nucléaire, etc. Bon. Donc, ça manque de formation, mais je crois que ce manque de formation scientifique, en fait, et pour dire du bien de l'Académie cette fois-ci, nous intervenons sur la constitution des nouveaux programmes en cours, parce que nous pensons qu'on oublie la nécessité de réfléchir. Les problèmes qui sont posés en physique ou en mathématiques même peut-être, mais je connais plutôt le problème de la physique au baccalauréat, sont des problèmes qui ne demandent plus de démonstration, de réflexion, mais seulement la compréhension superficielle d'un texte qui vous est proposé. Et ça, je trouve ça très grave. C'est sans doute la conséquence du fait qu'une fois de plus, au lieu de réfléchir pour évaluer le système éducatif français, on compte. Donc c'est pareil que de compter les publications pour savoir quelle est la valeur de l'œuvre ou du travail d'un chercheur.
au lieu de compter des publications, il vaudrait mieux lire les articles et se faire une opinion sur la pertinence, l'importance, etc., de ce qui est publié. Bon. De même, pour évaluer des systèmes éducatifs ou des universités, c'est le classement de Shanghai, c'est la bibliométrie, c'est-à-dire on a remplacé le cerveau humain par des robots qui font de l'arithmétique élémentaire. Et ça, c'est très pernicieux. Le résultat, c'est que, comme vous le savez sans doute, comme moi, eh bien, on se débrouille pour qu'il y ait un maximum de gens reçus au baccalauréat. Les professeurs subissent même des pressions pour que leur lycée, leur académie soit au top du classement, non pas de Shanghai, mais du classement des lycées pour l'obtention de bons résultats au baccalauréat. Tout ça, ça me paraît très, très dangereux. En revanche, ce qu'il faut, c'est remettre dans les projets, dans les programmes, une habitude, une pratique de la réflexion. Il faut réfléchir pour démontrer. Et ça se perd. Ça se perd aussi pour d'autres raisons que je dénonce parfois, et vous voyez, je suis parfois un peu trop violent dans mes opinions, mais c'est tellement important que je ne peux pas être insensible à ces choses-là. Donc, au lieu de réfléchir à une question qu'on vous pose ou qu'on pose aux enfants, les enfants ont un smartphone dans la poche. Ce n'est pas vraiment, contrairement à ce qu'on pourrait croire, ce n'est pas vraiment interdit en classe. Et donc, au lieu de réfléchir, ils tapotent sur Internet, ils trouvent la réponse, ou sous forme, qui est celle qu'elle a, et ils donnent la réponse. Mais on ne les a pas appris à mettre en doute, réfléchir, se demander si c'est vrai, si c'est faux, pourquoi, etc. Tout ça, ça a tendance à disparaître de l'éducation. Et donc ça, je crois que c'est très, 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 très dangereux. Donc vous voyez, il faut qu'on intervienne un peu partout, à tous les niveaux. Et encore, je n'ai pas parlé du fait que c'est ma dernière phrase. Je sens que... à propos du climat, il faut agir à tous les niveaux. Au niveau individuel, il ne faut pas gaspiller l'énergie. Au niveau de votre village ou de votre ville, parce qu'il vaut mieux des tramways et des piétons comme à Saint-Étienne, plutôt que des véhicules individuels comme dans beaucoup d'autres villes. Au niveau national, parce qu'il faut définir une transition énergétique. J'aurais bien aimé vous parler des problèmes de M. Nicolas Hulot, mais ce sera pour l'année prochaine. Et enfin, au niveau international, parce que l'accord de Paris, la COP21, a été signé, mais les résultats sont mauvais. 2-3 ans après, finalement, le nombre de pays qui ont vraiment suivi la politique de réduction des gaz à effet de serre qu'ils avaient proposée est très, très petit, y compris la France. Il y a bien pire, évidemment, les États-Unis en particulier. Merci. De fait, je dois avouer que même en étant philosophe, on reçoit des annonces, non seulement pour des revues prédatrices, mais aussi pour des colloques prédateurs, alors là, qui se situent toujours dans des contrées exotiques ou dans des stations des Alpes. Bon. Donc, même en dehors des sciences exactes, si j'ose dire, on est soumis à ce type de pression. Il y aurait beaucoup de choses à dire pour cette question que faire. Je suis assez persuadé, comme l'a dit Bertrand Jordan, que la première tâche, c'est d'abord dans les communautés concernées de faire le ménage, d'exercer leur vigilance épistémologique. Pourquoi ? Parce que sinon, c'est quelqu'un d'autre qui va le faire. Et toute autre solution peut avoir des aspects inquiétants. Et cela dit, les historiens des sciences peuvent être utiles. Parce que parfois on a suffisamment de recul sur sa propre discipline pour connaître les itinéraires des acteurs, souvent quand on est dans le secteur depuis un certain temps, mais pas toujours. Et par exemple, je prenais l'exemple d'instrumentalisation de recherche, que des historiens des sciences soient capables de montrer qu'en gros, une immense partie de la recherche sur le syndrome du bâtiment malsain dans les années 80 était financée par les cigarettiers. C'est intéressant. C'est intéressant parce que ce n'est pas du tout évident pour les gens qui travaillent sur cette question. Pour les cigarettiers, c'était intéressant parce que eux, alors à l'époque, on ne discutait plus la dangerosité du tabac primaire, du fait de fumer directement des cigarettes, mais c'était la question de la dangerosité de l'exposition au tabac des autres et qui leur posait un grand problème. Et là, cette fois, ils cherchaient à montrer que dans les bâtiments, il y avait beaucoup d'autres causes de maladies possibles que la fumée des autres, et d'où
l'afflux de financement. Et donc, pour une communauté, quelqu'un qui travaillerait sur la pollution domestique ou l'exposition à des polluants et des irritants, ça peut être intéressant de savoir ça, d'avoir à disposition ces articles d'histoire des sciences, voilà, simplement pour exercer sa vigilance. Je pense que vis-à-vis des soupçons de conflits d'intérêts qui existent, qui sont une réalité, et le mot lui-même est mal choisi parce que la personne qui est en conflit d'intérêts ne ressent absolument aucun conflit en général. Elle est toujours persuadée qu'elle va rester indépendante parfaitement. C'est du point de vue des autres qu'on peut dire, bon, bah, vous avez quand même un intérêt à dire cette chose-là. C'est un biais très puissant. Hein. On peut corréler les résultats. Dans le domaine agroalimentaire, les conclusions sont en général 4 à 8 fois plus favorables aux sponsors que des études indépendantes, donc c'est pas rien non plus. Et le physicien Richard Feynman, qui en plus de bonne science était tout à fait prolixe en idées, lui insistait dans plusieurs de ses conférences sur la nécessité de publier les expertises, en disant si vous faites une expertise pour un politique et puis que vous lui laissez la possibilité de ne publier que les expertises qui lui sont favorables, eh bien, vous ne faites pas de la science, vous êtes utilisé. Et moi, cette idée n'est pas forcément très populaire vis-à-vis de tous les collègues scientifiques, même si elle intéresse certains. Moi, je pense que chaque fois qu'on donne une expertise, et donc qu'on monnaie le nom de son université ou de son labo, parce qu'en général, quelqu'un qui veut une expertise à un certain niveau, il ne veut pas un chercheur lambda, il veut quelqu'un qui est rattaché à un laboratoire ayant pignon sur rue. Je pense qu'au-delà d'un certain délai de carence, sauf s'il y a des raisons de sécurité nationale ou des choses comme ça, mais l'expertise devrait être publiée sur la page professionnelle ou de l'association professionnelle du chercheur. Après tout, si c'est de la connaissance, si c'est de la science, même appliquée à une expertise, il n'y a pas de raison que ça demeure privé. Ce serait une possibilité. Sur la presse, donc on a souvent un peu un lamento et que je partage parfois en disant bon, on aimerait bien plus de couverture de la science dans la presse. De fait, chaque fois qu'il y a un long article de science dans un quotidien, on peut mesurer quasiment en temps réel l'audience, le lectorat. Ça a beaucoup de succès en général. C'est une idée de rédacteur en chef dans certains organes que la science n'intéresse pas les gens. Bon, il faut faire attention à la manière dont elle est enseignée, mais je pense qu'il y a quand même un intérêt qui est assez fort. Et la solution, j'aimerais faire un petit sondage. Qui est abonné à un quotidien ou un journal ici, dans cette pièce? D'accord, quand même déjà une fraction. Et qui... Pardon? Peu importe, en tout cas, paye pour consulter de la presse. Oui, ça fait quand même une partie de la salle. Bah, ça peut être une idée, je suis abonné aussi, ça peut être une idée d'écrire à la rédaction de ces journaux pour demander plus d'articles de science. Parce que je peux vous garantir que quand il y a un article défavorable à tel ou tel intérêt ou tel lobby, les avocats ou les lobbies en question ne se privent pas du tout pour écrire au rédacteur en chef. Si vous écrivez en essayant que ça n'arrive pas tout le même jour et que ce ne soit pas tous la même lettre à votre quotidien favori, alors régional ou national, pour demander plus de traitement de la science, au bout d'un an ou deux, ça aura un effet. En général, on censure, on ne le fait pas. Il y a un lobby du plastique, il y a un lobby des phytos. Pourquoi on ne ferait pas un lobby de la science ou de la raison dans ces quotidiens? Ça peut avoir de l'effet. Ils sont assez sensibles quand même, en particulier aux lettres, aux choses qui sont envoyées aux rédactions. Je vais peut-être m'arrêter là sur ces que faire, parce qu'on pourrait évidemment ouvrir encore à l'infini, mais éclaircir la question de l'expertise, partager la question de la vigilance épistémologique, les acteurs étant en première loge, mais l'histoire des sciences pouvant venir en secours, et puis voilà, se tourner vers les titres de presse pour demander plus de traitement de la science, parce que je suis persuadé que les forces existent en France pour le traiter. Il y a eu beaucoup de choses qui ont été dites. Je vous remercie beaucoup aussi de la manière dont vous avez coordonné vos interventions, parce que vous n'avez pas reproduit à chaque fois. Donc à chaque fois, on avait de nouvelles idées qui arrivaient. Et donc maintenant, c'est à vous de poser les questions aux intervenants. Oui, bonjour, merci beaucoup pour ce débat très intéressant, qui a été très éclairant, je trouve, du point de vue des scientifiques eux-mêmes et des chercheurs et de la vigilance que vous exercez vous-même à l'intérieur de votre travail. Mais il me semble qu'il y a aussi un rôle des citoyens, justement.
Vous l'avez évoqué à travers la presse, à travers les journaux, mais moi, il me semble qu'au niveau de l'éducation, vous l'avez mentionné rapidement, moi j'ai enseigné longtemps la philosophie en lycée. Je demandais aux élèves si le soleil tournait autour de la Terre ou la Terre autour du soleil. Ils me disaient, mais enfin, madame, on sait bien que c'est la Terre qui tourne autour du soleil. Je disais, ah bon, moi, je vois que le soleil se lève, monte, descend, etc. Comment vous savez ça? Et ils me disaient, mais on l'a appris à l'école. Et je trouve que, si vous voulez, cette école qui est adossée à des résultats scientifiques tout à fait vérifiés, n'apprend pas assez la réflexion personnelle, l'usage personnel de la raison, de la compréhension scientifique. Et Bachelard le disait, enfin, il faut faire les expériences, c'est ça qui est important pour qu'on apprenne à raisonner par soi-même. Et je pense que face à un résultat qui est publié dans la presse, si on ne sait pas raisonner, on est effectivement dans la confusion. On va réagir tout de suite, essayer de poser des questions aux intervenants, mais là, il y a une réflexion qui rebondit. Mais je trouve cette intervention très remarquable parce qu'elle peut susciter la réflexion. Parce qu'en fait, si vous réfléchissez un peu, vous vous rendez compte que cette impression que le Soleil tourne, elle provient non pas du fait que la Terre tourne autour du Soleil, ça c'est les saisons, mais du fait que la Terre tourne sur elle-même. Et donc, si on pouvait, à l'occasion d'un cours, faire comprendre ça, en réfléchissant un peu éventuellement avec des objets, eh ben, ce serait formidable. Voilà un exemple pratique, merveilleux d'incitation à la réflexion. Cette question. Merci pour vos interventions. Luc Ferry, non pas Luc, Jules Ferry, disait l'accès à l'instruction permettra de lutter contre l'ignorance et la superstition. Aujourd'hui, 80% d'une classe d'âge va jusqu'au niveau du bac. Si Jules Ferry avait eu raison, on n'aurait pas ce débat. Où s'est-il trompé? C'est à nouveau la question des programmes, de l'éducation à l'école. C'est ça que vous voulez poser? Comme si l'école n'atteignait pas sa mission d'éduquer un citoyen éclairé et capable. C'est ça? Même les citoyens éclairés peuvent dériver au niveau politique, au niveau scientifique. En tout cas, c'est ce qu'on constate. Où est la faille? Je ne sais pas. Où est la faille? Je n'ai pas la réponse sur la faille, mais simplement, peut-être je peux échanger avec vous sur mon expérience de père qui surveille l'apprentissage de son enfant. Et, bon, je suis sensible à ce que disait Sébastien Balibar sur le fait que les problèmes, ce qu'on appelait avant les problèmes qui impliquaient de la réflexion, peut-être sont en reflux par rapport à des applications. Pour autant, bon, le programme de physique du début du lycée, il n'est pas nul non plus. Hein. Enfin, j'ai vu par exemple des choses qui montraient les différentes expériences du 19e siècle pour approcher la vitesse de la lumière ou des choses. Je ne suis pas sûr, moi, j'étais une filière scientifique au lycée, je ne suis pas sûr d'avoir eu des choses aussi bien faites à ce moment-là. Je ne suis pas sûr que, disons, l'enseignement des sciences soit je parle que des sciences pour l'instant, soit en chute libre. Et quand je fais réviser ces leçons à mon fils, c'est un exercice d'humilité aussi. J'ai fait une terminale, on disait C à l'époque. Je me souviens de savoir très très bien résoudre des problèmes compliqués avec des oscillateurs harmoniques, ce genre de choses. Peut-être qu'aujourd'hui, je serais capable de le refaire après quelques après-midi de révision. J'ai encore mes manuels, mais j'en suis pas sûr du tout. Donc, est-ce que parce que j'ai été exposé à cette connaissance et que je l'ai maîtrisée à un moment, pareil en maths, enfin, les Taylor-Young, Bolzano-Weierstrass, toutes ces choses-là, c'est des choses que j'ai utilisées quotidiennement à un moment. Est-ce que j'en serais capable aujourd'hui? Je ne suis pas sûr. Et donc, votre question, à mon sens, elle est très profonde parce qu'elle nous incite à réfléchir à l'éducation des jeunes aujourd'hui, mais aussi à ce qui perpétue cette éducation ou cette sensibilisation tout au long de la vie. C'est-à-dire, comment est-ce qu'on se met en situation, quand on n'est pas un super spécialiste, super scientifique de telle ou telle question, de ne pas perdre, disons, sa culture scientifique au sens large. Parce que... voilà, disons, peut-être juste sur ce point, puis après je pense que mes collègues sont peut-être d'avis différents, j'évite de faire trop de calculs sur l'irrationalité de mes semblables, parce que souvent, je veux dire, ça peut arriver,
mais c'est aussi le présupposé de pas mal de politiques moins appréciables ou moins aimables, qui partent du principe que de toute façon les gens sont trop bêtes pour comprendre en gros de quoi il est question dans des questions politiques ou scientifiques, ce qui peut arriver sur des questions techniques. C'est souvent le cas qu'il y ait très peu d'experts qui maîtrisent la chose, mais sur des questions plus générales, il faudrait quantifier les choses en tout cas, parce que je ne serais pas prêt, disons, à concéder la prémisse trop vite dans ce type de débat. Je ne sais pas, peut-être que... Je pense qu'il y a eu des interventions sur ça, sur la déperdition de l'activité de réflexion dans les programmes, dans l'enseignement. Donc, ça a déjà été dit. Après, on n'est pas là pour effectivement... Moi j'avais, par rapport à vos deux questions, d'ailleurs, je me disais que l'accès notamment des jeunes via Internet, parce que la mise en forme des résultats de la science ou des parasciences, j'ai envie de dire, met l'accent sur l'émotionnel, sur l'événementiel. On est capté par ça beaucoup plus que par la rationalité ou voire la fausseté. Et finalement, j'entendais quelqu'un qui parlait de ces questions-là, qui disait, mais la vérité, c'est vraiment hors sujet. La question, c'est de savoir s'il y a un impact émotionnel d'être atteint par cette information. C'est ça qui compte. Après, que ce soit vrai ou faux, c'est pas grave. Après, il peut y avoir des démentis 2 jours, 3 jours après. Mais la chose a eu lieu. Et on vit comme ça, on remplit notre soif de curiosité par un formatage de l'information qui met l'accent sur l'événementiel, l'émotion, etc. Et ça, les jeunes, ils sont extrêmement sensibles. Et les moins jeunes aussi. On est avec nos smartphones et on attend un peu qu'est-ce qui va nous rendre contemporains d'une découverte, voire d'une tirade de Trump. Parce qu'on devient accro avec ça. Et ça relègue la question du vrai ou du faux, de la rationalité, de tout ce qui a été dit, du côté du sérieux, du côté d'une certaine forme d'enseignement, et qui a du mal avec ces nouvelles manières de capter de l'information. Ça, les jeunes, je pense qu'ils sont extrêmement sensibles. Juste un mot. Enfin, c'est aussi disons, le rejet de l'autorité. Finalement, l'autorité était telle que j'ai pu la connaître, moi, quand j'étais au lycée, par exemple, ça simplifiait les choses parce qu'il y avait ce qui était officiel, la vérité officielle, on la mettait beaucoup moins en question qu'aujourd'hui. Donc c'est très bien qu'on la mette en question, mais du coup, comme ça ne s'est pas accompagné d'une réelle émancipation de l'intelligence de chaque personne, ça aboutit à croire un peu n'importe quoi. Et par rapport à ce qui vient d'être dit sur l'émotion, je crois que c'est un point important aussi. Il me semble que ça explique probablement une partie de notre inertie par rapport au changement climatique, le fait qu'on se remue finalement pas comme on devrait par rapport à ce truc énorme qui se profile dans un avenir pas si lointain, c'est que ça reste quelque chose de rationnel. Rationnellement, on peut s'attendre à des gros problèmes d'ici 5, 10, 15 ans, mais ça n'a pas de charge émotionnelle, ça n'a pas la charge émotionnelle à la limite de se dire peut-être que mon petit il est en train de se frire le cerveau en passant toute sa journée au téléphone. Et donc, on ne réagit pas. Comme j'ai le micro, juste quelques mots pour vous soutenir, parce qu'on n'avait pas encore parlé de quelque chose qui, en somme, est le scientisme qui est partagé par beaucoup de nos collègues, qui consiste à dire aux gens, au lieu de leur faire comprendre, ça consiste à leur dire, écoutez, moi je sais ces choses-là, donc croyez-moi, point, j'ai raison, point. Et ça, vous voyez, c'est pour ça que j'ai essayé de parler de ce qu'est la vérité, de ce qu'est la démarche scientifique. Et donc, pour ce qui est de l'école,
vous avez absolument raison. Je suppose que vous sous-entendez qu'il faut défendre l'école, surtout pas la supprimer. Et madame, vous avez absolument raison aussi de dire comme moi qu'il faut réfléchir. Il faut ne pas accepter les choses comme ça, comme si c'était des vérités, on y revient, des vérités absolues qu'on vous impose, y compris des scientifiques prétentieux qui se réfugient dans la position facile de dire « moi je connais l'équation de Schrödinger, donc taisez-vous ». Voilà. C'est sûr. Oui, oui. Il y a d'autres questions. Oui, ça concerne l'évolutionnisme. Je trouve que c'est un débat qui continue. Il y a une évolution énorme dans les connaissanses, justement, sur l'évolution. Est opposé à l'évolutionnisme le créationnisme. Et dans toute l'évolution, il y a la géologie qui est impliquée, la paléontologie, il y a la philosophie, donc les notions de libre arbitre ou de déterminisme, etc., etc. Et donc, ce sujet-là, il me semble assez emblématique de ce dont il a été question là, dans l'heure et demie qui a été consacrée au débat. Ouais, merci pour cette question qui, évidemment, me touche énormément. Ce qu'il faut voir, c'est que la théorie de l'évolution, elle n'est absolument pas discutée en biologie. Et rien de ce qui est en biologie ne se comprend que par rapport à l'évolution. Et les preuves, s'il en avait besoin de l'évolution, on trébuche dessus à chaque expérience, dans chaque séquence d'ADN de tel mollusque ou de tel insecte qui le rattache à ses ancêtres. C'est réellement... Disons que le terme de théorie est source de malentendus parce que pour beaucoup de gens, une théorie, ça veut dire quelque chose qui est purement théorique, qui n'est pas prouvé, alors que pour nous, ça veut dire quelque chose qui est formalisé et qui n'est pas simplement observé, mais qui fait partie, qui est construit sous forme d'un ensemble cohérent. Alors, bien sûr qu'on en apprend tous les jours sur l'évolution, bien sûr que ce qu'a pu écrire Darwin il y a 150 ans se module, il y a des tas de choses qu'il ignorait à son époque. Certains de nos collègues, quand ils modulent un petit peu, par exemple, sur le rythme de l'évolution qui n'est pas régulier, mais qui peut être plus rapide à certaines époques qu'à d'autres, ont tendance à considérer qu'ils remettent en question Darwin, mais en fait, ils peaufinent la théorie de l'évolution. Et les contestations de la théorie de l'évolution, elles sont en dehors de la science. Qu'il s'agisse des créationnismes ou effectivement qui sont amenés, s'ils sont logiques, à considérer que tout a été créé il y a 6000 ans, ou la forme raffinée du créationnisme qui est le dessin intelligent, qui est de dire oui, ok, l'évolution fonctionne, mais pour certaines choses, elle n'est pas suffisante et il faut supposer l'intervention d'une intelligence supérieure. Bon, avec l'exemple classique, par exemple, de l'évolution de l'œil humain, où on dit un œil ne fonctionne que s'il y a un cristallin, une rétine, une cornée, et tout ça ne peut pas être arrivé par le hasard de mutations aléatoires. Mais en réalité, si, et on peut le démontrer point par point, et on trouve dans la nature tous les intermédiaires entre une cellule photosensible sur la peau d'un organisme primitif et notre œil très compliqué, qui est d'ailleurs, bon, il y a un défaut de construction, il y a la partie photosensible est montée à l'envers, alors que chez la pieuvre, elle est montée à l'endroit. Enfin, c'est vraiment, enfin, c'est pas un débat scientifique, c'est un débat de société, c'est un débat entre scientifiques et anti-scientifiques, je dirais. Juste un petit mot, c'est une illustration magnifique de ce que j'essayais de dire à propos de la vérité scientifique qui est provisoire. Donc, les progrès de l'épigénétique, parce que je crois que c'est de ça qu'il s'agit, ont fait que la théorie de Darwin a été complétée, mais ça n'a pas rendu la théorie de Darwin fausse.
Non, vous voyez, la vérité scientifique progresse. C'est magnifique. Oui, moi, je voudrais intervenir. Vous parliez tout à l'heure. Ah, pardon. Je vais essayer d'être très bref. Mais sur le fait que ça n'interfère pas avec les sciences, le seul point où je serais peut-être prudent, c'est effectivement, il y a une guérilla permanente aux États-Unis, en particulier dans des États du Sud, pour arriver à modifier les programmes locaux d'enseignement des sciences, puisqu'il y a cette possibilité locale d'adapter l'enseignement des sciences. Et il y a alors des variantes, quasiment toujours du même article, mais qui proposent d'avoir une attitude critique vis-à-vis des sciences. Donc on détourne une sorte de mot d'ordre scientifique en disant qu'il faut garder une attitude critique vis-à-vis des qualités, mais aussi des défauts des sciences. Et à chaque fois, on cible la biologie, la théorie de l'évolution. Il n'est pas question d'avoir une attitude critique vis-à-vis de Newton ou, je ne sais pas, ou telle autre partie du programme de mathématiques. Donc il y a quand même cette sorte de pression. Et si on arrive à peser sur l'enseignement de la biologie au lycée, après, bon, ça peut essaimer. Enfin, au-delà du côté un peu caricatural, je pense que vous avez tous vu la construction d'une sorte de réplique de l'Arche de Noé dans le Kentucky, où il y aura non seulement tous les animaux que nous connaissons, mais aussi les dinosaures, puisqu'ils sont censés ne pas mourir avant la chute et avoir coexisté avec l'espèce humaine. Donc, Juste un mot très rapidement. Le problème dans ces États du Sud, c'est que l'objectif, c'est d'arriver à... je veux dire, c'est très bien d'être critique vis-à-vis de la théorie de l'évolution, mais le but, c'est d'avoir un enseignement à valeur égale, la théorie de l'évolution par rapport au dessin intelligent, de présenter ça comme deux façons alternatives de comprendre l'évolution, alors qu'il y en a une. Oui. Oui, moi je voudrais simplement signaler l'importance aussi, vous avez mentionné les médias et notamment la presse écrite, mais je voudrais aussi rappeler que France Culture, à travers les émissions de Nicolas Martin, à travers la méthode scientifique, en tant que profane, moi je les écoute régulièrement et je dois dire que c'est quelque chose qui m'enrichit parce que justement ça rend accessible tout ça. Et au même titre que l'émission hebdomadaire d'Étienne Klein. Donc je crois que c'est absolument fondamental effectivement d'apporter cette richesse-là parce que ça nous permet de sortir de la représentation qui est effectivement assez proche des idées erronées. À partir du moment où on est sur une représentation psychosociale, on est parfois assez éloigné de la vérité relative dont vous parliez tout à l'heure. Je suis infiniment d'accord avec vous et c'est vrai, heureusement que vous êtes là pour rappeler qu'il y a des gens très remarquables qui s'occupent d'une vraie information scientifique et donc les noms que vous avez cités en particulier. Je crois qu'on fait signe qu'il faut quitter la salle. En tout cas, merci beaucoup aux intervenants, merci beaucoup à vous et bonne fin d'après-midi.